Madame, Messieurs, bonjour. Avant de commencer notre émission Politique et Économie, j'en profite pour vous indiquer que vous pouvez télécharger sous la vidéo le verbatim complet de notre entretien avec Charles Gave au sujet des sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie. Grâce à vous, cet entretien approche désormais le million de vues. Si vous souhaitez garder une trace écrite ou le redécouvrir, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Merci pour votre fidélité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Pierre Hilard. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Hilard est docteur en sciences politiques, spécialiste de l'idéologie mondialiste. Et Pierre Hilard, vous publiez cet ouvrage, le dernier en date, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, avec en sous-titre ces termes: paganisme, écologie, réparation, covidisme, sacrifice, tout un programme dont on va parler dans un instant. Mais avant, pour anticiper les commentaires de ceux qui pourraient s'inquiéter de votre état de santé, Pierre Hilard, vous avez une petite marque à la paupière inférieure. Vous êtes encore bagarré, Pierre. Oui, contre nos ennemis. En fait, j'ai eu un petit problème. J'ai eu un mélanome cancéreux à la pommette, avec greffe de la peau. Et ça a été donc réparé. Je dois être opéré dans quelques temps à nouveau. Et après ça, normalement, croisons les doigts, c'est réglé. Bon, donc pas d'inquiétude particulière à avoir. Normalement, non. Bon. Alors, Pierre Hilard, rentrons à présent dans le vif du sujet. Rappelez-nous, s'il vous plaît, ce qu'est le mondialisme. À quand faut-il remonter pour comprendre ce phénomène ? Le mondialisme, il a 2000 ans d'âge. C'est le rejet de l'incarnation, c'est-à-dire le refus consistant à ne pas reconnaître que le Christ est le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, cette fameuse union hypostatique. Et le mondialisme, c'est cette bataille permanente pour effacer cette marque. Dans le cas de l'Église, et là, Vatican II en est parfait exemple, soit les États s'inspirant de la doctrine de l'Église, alors 1789 évidemment dans le cas de la France, mais aussi à l'échelle planétaire. C'est ça. Le mondialisme, c'est le refus de l'incarnation. Alors, le mondialisme va être un petit peu mis de côté pendant ce qu'on peut appeler la parenthèse du Moyen-Âge chrétien en France. Il revient à partir de la Renaissance. Comment est-ce qu'il va revenir sur le devant de la scène ? Alors, il revient par l'intermédiaire de personnages, un Allemand comme Reuchlin, qui était un hébraïste, mais aussi de personnes comme Pygmalion Mirandol, qui est l'auteur d'un ouvrage sorti en 1486, 900 considérations, qui va être condamné peu de temps après par l'Église, car mettant le témoignage, mettant la Kabbale au-dessus du témoignage des évangiles. Donc, en fait, une influence mondialiste qui consiste avant de détruire, à pervertir ou à flétrir le catholicisme, et peu à peu, ces éléments vont s'insinuer dans la société, dans l'Église et puis surtout dans les États. Alors après, on est dans les années 1650 et va se dérouler en gros la création du droit anglo-saxon avec l'arrivée de ce personnage, Cromwell. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ces années 1650 ? Alors d'abord, rappelez que le droit, ce n'est qu'un outil. Déjà ça. Et que le droit n'est que le reflet d'une politique, ou en tout cas d'une pensée se référant à des principes spirituels et philosophiques. Car au milieu du XVIIe siècle, il y a le puritain Cromwell qui va raccourcir le roi d'Angleterre Charles Ier en 1649. Et ce puritain Cromwell va favoriser le basculement du Wall Street hollandais, Provinces-Unies à l'époque, vers la City de Londres avec son représentant Menasseh Ben Israël. Et là, il va avoir donc le mariage de cette finance issue donc de ce monde des Provinces-Unies avec la City de Londres. Et c'est ça qui va véritablement propulser la politique impériale maritime anglaise, cette fameuse conquête des mers, des colonies, l'élaboration d'un droit, mais l'élaboration d'un droit en fonction de référents philosophiques et spirituels propres à ce milieu de ce Wall Street hollandais, qui a donc emménagé à la City de Londres. Donc, le droit n'est que la conséquence.
Donc le droit britannique commence à être créé donc, à la fin du XVIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, on assiste à Londres à la création de la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, à savoir spéculative. Et vous dites que cette franc-maçonnerie est un outil du mondialisme. Pourquoi ? Alors déjà, la franc-maçonnerie a été créée en 1717 par deux protestants, deux Anglais, James Anderson, et le deuxième anglais, mais d'origine huguenote française, Jean-Théophile Desaguliers. Et cette maçonnerie repose sur 3 points. Le naturalisme, donc une opposition foncière au catholicisme. Le nominalisme, c'est-à-dire que la vérité est évolutive. Et puis, 3e point, la primauté de l'homme. Et puis, vous allez avoir, en 1723, les constitutions d'Anderson, qui, donc, un peu, j'allais dire, la Bible de la maçonnerie. Et ces éléments vont être modifiés en 1738 avec la première partie où le mot noachisme est intégré dans le rite écossais ancien et accepté. Et le noachisme... Alors le rite ancien et... accepté le rite écossais. Le rite écossais, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la maçonnerie anglaise, britannique, et qui va s'étendre ensuite sur le continent. Je crois que la maçonnerie s'établit en France dans les années 1730, 35, 38, dans ces eaux-là. Et le mot noachisme est introduit dans la partie 1 des constitutions d'Anderson. Et ce noachisme, c'est en fait une manière de penser qui met la révélation sous le tapis. Voilà, c'est une manière, et c'est ça qui va marquer, c'est le principe d'imprégnation, c'est ça qui va marquer les élites françaises, enfin européennes, mais françaises en particulier, ce qui fait que la maçonnerie en France, les salons, tous ces éléments vont imprégner les esprits, la haute bourgeoisie, la haute aristocratie, d'une manière de penser. Et évidemment, ça va aider terriblement au basculement de 1789. Je vous rappelle que le confesseur du roi de France, l'abbé de Vermondans, était grand officier du Grand Orient de France. Preuve que le mondialisme est un rejet de l'incarnation, donc du message du Christ. La franc-maçonnerie, elle aussi, comme outil du mondialisme, rejette le catholicisme. Et d'ailleurs, plusieurs papes, à partir de 1638, 1738, excusez-moi, ont rejeté la franc-maçonnerie. Oui. Tous les papes ont condamné à partir de Clément XII, je crois que c'est Clément XII, en tout cas 1738, l'idéologie maçonnique. Et évidemment, ça n'a pas été, bien reçu parmi les États en raison d'une sécularisation, enfin d'une distinction de spiritualité temporelle, enfin que les États se sont de moins en moins inspirés des directives catholiques, et 1789 est la punition, si je puis dire, la conséquence. Alors on est en 1789, la Révolution française. Pourquoi dites-vous qu'elle a empoisonné les esprits ? Alors, déjà, en fait, les élites étaient déjà empoisonnées. Et 1789 n'est que, l'éclosion. Mais, vous savez, il suffit de regarder la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a une marque. Et cette marque, entre autres, on peut la voir avec l'expression « l'être suprême ». Et l'être suprême, dans l'introduction du texte de la Déclaration. Des droits de l'homme, et c'est le préambule. Et ce préambule part de l'être suprême, qui n'est que l'Ensof de la Kabbale. Donc on voit les origines. Est-ce que vous pouvez également, parce que vous en parlez dans votre ouvrage, et on avait déjà parlé à l'époque, de ce personnage lors de la Révolution française, Anacharsis Clootz, dont vous avez récupéré les textes dans leur intégralité. Oui. Vous avez d'ailleurs fait une préface. Qu'est-ce que raconte cet Anacharsis Clootz ? En fait, il a eu le mérite, en 1792 et 1793, de synthétiser l'esprit de la Révolution, en expliquant que la finalité, c'est la destruction du catholicisme, de la Sainte Trinité, de favoriser l'immigration. Il dit bien qu'il ne doit pas avoir de frontières, sauf entre la terre et le firmament. La mise en place de blocs continentaux, l'instauration de la métempsychose, la migration des âmes, la disparition du mot France, et le tout dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Alors il ne dit pas gouvernance mondiale, il dit République universelle. Et en fait, on a tout le programme. Et j'ai donc préfacé aux éditions Omnia Veritas cet ouvrage, des 2 ouvrages donc, de Clootz, qui sont en fait le résumé, l'explication de ce qu'est la Révolution française et l'esprit de la Révolution française. Et l'immigration vient de là. Par exemple, je rappelle que en 1791, vous avez eu la naturalisation des Juifs grâce à la Révolution française. Et ça permet ensuite
d'ouvrir la porte à d'autres types de naturalisation, puisqu'à partir du moment où on accordait cette naturalisation à cette population, on ne pouvait pas l'interdire ensuite à d'autres communautés. Ce qui faisait dire à un député qui s'appelait Adrien Duport qu'après la naturalisation des Juifs, les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. Et en 2022, effectivement, on a compris ce qu'il voulait dire. Que représente dans l'esprit mondialiste la mise à mort du roi Louis XVI le 21 janvier 1993 ? C'est un rite sacrificiel. C'est un rite sacrificiel, surtout que l'échafaud, en fait, c'est un autel. C'est un autel. Alors, je rappelle que décapiter Louis XVI, enfin un roi de France, lui au nom du Christ, c'est un acte gravissime. Et lorsque Louis XVI a été décapité, il y a eu un homme qui a plongé un mouchoir dans le sang du roi, qui a aspergé la foule. Cet homme-là, c'était un Brestois. Il s'appelait, je crois, Thomas-Marie Raby. Et il a été d'ailleurs décapité en 1794, donc peu de temps après. Ils y passaient tous à l'époque. Oui, mais il y en a certains qui sont passés en priorité. Il fallait qu'ils disparaissent assez vite quand même. Parce que, voyez-vous, ce qu'a fait ce Raby, c'est révélateur, c'est ce que faisait Moïse dans l'Ancien Testament, enfin dans la Bible hébraïque, lorsqu'il aspergeait, suite à des sacrifices d'animaux, les Hébreux. Acte tout à fait honorable dans le cadre du mosaïsme. Et là, avec ce personnage, avec la mort de Louis XVI, c'est un contre-baptême, avec toutes les conséquences négatives, un baptême satanique. Il faut comprendre ça, c'est un contre-baptême et on vit sous les effets négatifs de ce contre-baptême. Alors, après la Révolution française et la mort du roi, on est au XIXe siècle, vont alors arriver de solides dynasties financières. Comment elles s'imposent ? Elles s'imposent parce que 1789 a ouvert la porte. Elle s'impose parce qu'il y a une maçonnerie joue un grand rôle. Alors on cite toujours les Rothschild, mais je rappelle qu'effectivement, le fondateur Mayer Amschel a eu 5 fils et il a eu entre autres un qui s'est établi fin XVIIIe siècle à Londres et il va jouer un rôle capital puisque c'est lui qui va littéralement soutenir financièrement l'armée anglaise dans son combat contre Napoléon Ier et la victoire des Anglais, Wellington puis du Prussien Blücher. C'est dû en particulier au rôle du fils aîné de Mayer Amschel, je crois qu'il s'appelait Nathan, enfin peu importe son nom. Et c'est tellement vrai que dans mon livre, par exemple, Archives du mondialisme, j'ai mis dans une annexe un document de l'agence Reuters de 2018 qui évoque le rôle des Rothschild dans une action financière. Et cette agence Reuters précise tout à la fin que les Rothschild ont financé la campagne militaire des Anglais contre Napoléon et même arrosé les autres pays, la Prusse, etc., dans leur guerre contre Napoléon Ier. Donc vraiment, les Rothschild ont joué un grand rôle. Est-ce qu'on peut, à partir de ce que vous dites, Pierre Hillard, considérer que Napoléon, au fond, était un ennemi des mondialistes ? En fait, vous avez eu 2 branches. Et pourquoi le monde Rothschild a misé sur l'Angleterre ? Parce que l'Angleterre avait déjà des colonies, avait déjà une petite sœur, si je puis dire, les États-Unis, et que donc il y avait un atout financier via ces conquêtes coloniales qui donnaient des avantages que la France n'avait pas. Alors, vous expliquez dans cet ouvrage, Pierre Hillard, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, qu'il y a aujourd'hui et depuis le XIXe siècle, grosso modo, 2 branches du mondialisme qui s'affrontent. Quelles sont leurs différences idéologiques à chacune et leurs serviteurs ? Oui, il y a 2 branches. Il y a le mondialisme, je veux dire à l'état pur, qui consiste à tout détruire, à tout dissoudre. Et puis vous avez la branche que j'appelle le national-mondialisme. Et le premier chef d'État à l'avoir montré, c'est un président des États-Unis, Andrew Jackson, qui était président de 1829 à 1837, qui était protestant et franc-maçon. J'ai mis les références. Et en fait, lui, il défendait les intérêts des États-Unis. En fait, cette branche nationale mondialiste est acquise à la cause de la gouvernance mondiale, mais souhaite que les intérêts, en l'occurrence américains, dans le cadre d'Andrew Jackson, soient respectés, non pas dissous.
Et Trump est l'héritier de cette branche. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il avait le portrait d'Andrew Jackson dans son bureau à la Maison-Blanche. Donc il y a une branche. Andrew Jackson qui a fini par être assassiné. Non. Il y a eu deux tentatives, mais il a réchappé, oui. Il a réussi à s'en échapper. Enfin, ce qui est intéressant, c'est sur sa tombe, j'ai tué la banque. I killed the bank. J'ai tué la banque. Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait eu une tentative de création de Fed, de Banque centrale américaine, mais qui n'a eu lieu. City de Londres. Voilà, mais qui n'a eu lieu finalement qu'en 1913, bien après. Voilà, c'est en fait Andrew Jackson s'opposait à cette mainmise de la City de Londres sur les intérêts financiers américains. En fait, c'est une guerre interne au monde maçonnique anglo-saxon. Une branche voulait le côté gouvernance mondiale sous la coupe de la Cité de Londres. La branche américaine, en la personne d'Andrew Jackson, défendait le même principe, mais avec un pilier américain solide dans le cadre de ce directoire mondial, gouvernance mondiale. Alors, Jackson donc, a été le premier, on va dire, de ce mondialisme national, on va dire. Oui. Quels ont été les autres serviteurs de cette cause jusqu'à maintenant? Vous évoquez, par exemple, Milner, Coudenhove-Kalergi. Ah oui. Alors, d'un point de vue financier, il y a un personnage qu'il faut citer avant Coudenhove ou Milner, c'est Hjalmar Schacht, qui a été le banquier d'Hitler, enfin plus exactement le patron de la Reichsbank de 1933 à 1939 et surtout le ministre de l'économie d'Hitler de 1933 à 1937 à peu près. Et je le cite pourquoi. Avant que ça dérape. Oui, on croit que ça a commencé déjà bien. Ça a dérapé dès le début. Mais disons que pourquoi je cite Schacht, parce qu'il y a un document que j'ai trouvé, la BRI. La Banque des règlements internationaux, qui a été créée au début des années 30. Qui est la banque centrale des banques centrales. Voilà, elle chapeaute la Fed, la Banque d'Angleterre, en tout 63 banques, dont la banque russe et la banque chinoise. D'ailleurs, j'ai mis une annexe qui présente les 63 banques qui sont sous la coupe de la BRI, elle-même sous la coupe de la City de Londres. Et Schacht a joué un très grand rôle dans la création de la BRI. Lui qui allait devenir ensuite le ministre d'Hitler. Et en 2017, la BRI a publié un rapport et qui montre les pères fondateurs, et en particulier celui qui a joué un rôle, Schacht. Et pour ceux qui verront le document, Schacht, c'est le troisième personnage en partant du haut, avec des lunettes et des cheveux grisonnants. Et donc c'est intéressant de voir les collusions entre le nazisme et la BRI via Schacht. Et il y a un universitaire anglais, naturalisé américain, qui a joué un grand rôle pour expliquer ça, c'est Anthony Sutton. J'invite à lire, il est aux éditions Culture et Racine. Ce Hjalmar Schacht est un serviteur de ce mondialisme national. À l'opposé, qui sont les serviteurs de ce mondialisme pur, un peu à la sauce Soros, tel qu'on le retrouve aujourd'hui? Alors, Schacht, national mondialiste, non. Pour parler vulgairement, il bouffait un peu à tous les râteliers. C'est un homme qui a une grande intelligence. Bon. Mais en fait, surtout, ce qu'on peut constater, c'est que c'est surtout le mondialisme à l'état pur qui a émergé. Celui qui a essayé de s'en sortir, enfin, il y en a deux, Hitler et Staline. Ce sont les deux qui ont tenté de se dégager. D'ailleurs, si Hitler a pu arriver au pouvoir en 1933, c'est que la City de Londres espérait le balancer contre Staline. Et Staline le savait. Vous savez, les fameuses purges staliniennes de 1937-1938, bon, d'accord, il y a eu des innocents à dégager, mais en fait, il y avait certains qui étaient vraiment des affidés de la City de Londres. Et donc, il fallait qu'ils dégagent. Et Staline le savait très bien. Vous savez, Staline, il a beaucoup de défauts, évidemment, mais il était conscient de cette bagarre. Parce que normalement, ce n'est pas Staline qui aurait dû avoir le pouvoir, mais Trotsky. Trotsky, qui lui était pour cette révolution planétaire et sanglante, et une bagarre à mort, et c'est Staline qui a gagné aux dépens de la City de Londres, qui avait envoyé son poulain Trotsky. C'est ce que j'explique dans le livre. Alors, vous expliquez par ailleurs, Pierre Hilard, que les mondialistes qui se trouvent souvent dans les élites des nations sont dans une idée de manipuler les populations. Pourquoi vous dites que la division au sein de cette idéologie mondialiste est une chance pour les peuples? Alors, je connaissais mon expression, l'enfer est divisé contre lui-même, parce qu'il y a au sein de ces milieux des factions rivales, factions financières, factions entre ceux qui sont pour un mondialisme à l'état pur, d'autres de la branche nationale mondialiste et Trump. Et d'ailleurs, Trump n'a pas fait de guerre quand il était au pouvoir.
Et puis aussi, vous avez un idéal messianique dans cette histoire, avec des nuances et des intermédiaires. Par exemple, la branche qui est autour de Poutine, avec les Lubavitch, là je reprends l'expression de l'universitaire Gershom Scholem, il parle de la neutralisation du messianisme, je cite son expression. C'est-à-dire le messianisme, oui, mais pas tout de suite. Alors que la branche, en revanche, occidentale, avec l'Ukraine et puis le monde, Union européenne et les États-Unis, c'est un messianisme tout de suite brutal. Alors, vous expliquez, ça sera ma dernière question pour cette première partie, parce qu'on va continuer, on va évoquer le Covid et la guerre en Ukraine qui sévit à l'Est. Pierre Hilard, vous expliquez que l'idée du mondialisme, au fond, n'est qu'un mysticisme rejetant l'incarnation et son prolongement, l'Église. Pourquoi dites-vous que le Concile Vatican II, qui a eu lieu dans les années 1960, a été déterminant en la matière ? Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. L'expression n'est pas de moi. Et en fait, c'était le dernier élément de la tradition à s'opposer à tout ce courant né depuis la Renaissance, etc. Et là, ils ont réussi finalement, les ennemis de la tradition, à occuper la place. Je précise, ça sera temporaire. L'Église est éclipsée. Et dans ce livre, j'ai publié des documents inédits où c'est là vraiment la réussite de Mammon avec le Conseil inclusif pour un capitalisme inclusif avec le Vatican, où vous avez François Bergoglio, entouré de Lynn Forrester Rothschild, avec McCartney, qui lui-même est un des membres dirigeants de Davos. Et j'ai publié sur 10 pages tous les soutiens financiers derrière ce Conseil pour un capitalisme inclusif, derrière François. C'est en fait la victoire de Mammon à l'état pur. Et le conseil qui dirige tout ça, vous avez donc McCartney, vous avez l'entreprise Lauder et bien d'autres, s'appelle les gardiens, comme les gardiens de prison. Donc on comprend que la France, avec 1789, a donc été frappée par une révolution anti-catholique. Dans les années 1960, avec le Concile Vatican II, c'est l'Église catholique qui a été dévoyée via ce Concile Vatican II. Pourquoi, au fond, la France est la première cible de cette idéologie mondialiste et de ses serviteurs ? Parce que la France, avec le baptême de Clovis, a eu un privilège, via son évêque, l'évêque Saint-Rémy, d'une passation de pouvoir entre la royauté davidique, et donc la royauté a commencé avec Clovis, via l'incarnation. Ne pas tomber dans cette faute qui consiste à dire que la royauté française... Vous dites que la royauté française est une descendante de des rois de Judée et d'Israël. Ah, de Judée, pas d'Israël, parce que l'Europe d'Israël, lui, ce sont les hérétiques. Enfin, mais on va dire que Clovis étant spirituellement un descendant des rois juifs. De l'Ancien Testament. Il faut être très prudent parce que malheureusement, les mots peuvent être tendancieux. La royauté française reprend l'idéal de la royauté davidique via l'incarnation. Et c'est l'élément clé. C'est-à-dire que la royauté française, c'est le roi de France, lieutenant du Christ. Et c'est si vrai. Et j'en parle dans ce livre. Vous avez la façade de Notre-Dame, à mi-hauteur, vous avez 28 statues royales. Tout le monde pense que ce sont des rois de France, carolingien, mérovingien. C'est faux. Vous avez en fait 15 statues royales qui sont les rois davidiques à partir de David, Salomon, etc. Et 13 autres qui sont les notables ou hauts fonctionnaires au service de ces rois. Et donc ça a été mis en place la première moitié du XIIIe siècle, à l'époque, Saint-Louis, Blanche de Castille, donc l'époque la plus catholique. Mais bien comprendre que la chose a été faite parce qu'il y a eu l'incarnation qui parachève le mosaïsme. On va, comme promis, faire une petite pause et revenir dans un instant pour évoquer le Covid, entre autres, et ce qui se passe à l'Est, comme je l'ai dit tout à l'heure. À tout de suite. Retour sur le plateau de Politique Économie en présence de notre invité Pierre Hilard avec cet ouvrage des origines du mondialisme à la grande réinitialisation. Alors, Pierre Hilard, nous voici maintenant à l'ère moderne et vous dites que le Covid n'est qu'un outil au service d'une cause supérieure. Je vous cite, « Il y a des manœuvres idéologiques, financières et politiques visant à amplifier l'effet de cette pathologie sur la société française. » Et vous avez observé un certain nombre d'éléments tout à fait
étonnant avant l'arrivée de ce Covid, qui anticipait en quelque sorte l'arrivée de cette pandémie. Expliquez-nous. Oui, alors vous avez eu la Fondation Rockefeller en 2010 qui avait pondu un rapport annonçant déjà un problème sanitaire important. Vous avez Event 201 quelques mois avant que la chose ne soit publiée. Vous avez aussi une bande dessinée élaborée et conçue par la Commission européenne qui annonçait une pandémie, etc. Enfin bref. Qui s'appelait Infected. Oui, Infected, effectivement. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Chronique du mondialisme 2010-2020, donc pour ceux qui voudraient le voir. Et puis vous avez eu le personnage salvateur qui est arrivé, qui s'appelle donc Albert Bourla, et qui est donc le patron de Pfizer et qui a apporté la solution pour essayer quand même de parer à ce danger gravissime. Et il faut en parler un peu d'Albert Bourla. Bon, je rappelle, il est une formation de vétérinaire. Il est docteur aussi en biotechnologie. Il est né en Grèce, à Thessalonique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un lieu célèbre au XVIIe siècle pour un messianiste qui s'appelait Saint Bataille-Fille, qui avait promu tout ce qui est rédemption par le péché, Saint-Péché, les rites sacrificiels, enfin bref, des traditions qui peuvent perdurer. Et Albert Bourla est à l'origine donc d'une politique vaccinale. Il n'y a pas que lui, mais il a particulièrement joué un rôle important. Et il a bénéficié de soutien, et c'est très intéressant, comme Vanguard, tout ce qui est fonds d'investissement ou encore de BlackRock. On avait parlé avec Olivier Pichon et cet invité Guy de Lafortelle qui a étudié pendant très longtemps. J'ai vu la vidéo très intéressante. Et le patron rappelé que Pfizer a été condamné à plusieurs milliards de dollars pour j'ai même publié pour malversation tout court. Alors, pour dire, en tout cas pour le patron de BlackRock, qui s'appelle Larry Fink, il faut savoir qu'il est membre du comité de direction de Davos. Bon. Que Pfizer a été condamné, j'ai publié un document officiel d'un institut américain qui a recensé toutes les malversations et les amendes que Pfizer a dû payer depuis 1995, 6 milliards 500 millions à peu près de dollars. Et chose très intéressante, la dernière amende de Pfizer remonte à septembre 2021, 69 millions de dollars. Et quelques semaines plus tard, le patron, Albert Bourla, recevait 2 prix. Le prix de l'Atlantic Council, qui est un truc mondialiste à mort, qui a le soutien de Bank of America, du département d'État américain, de la fondation Konrad Adenauer, qu'il faudra en parler aussi avec l'affaire ukrainienne, parce que tout ça, c'est entrelacé. Et donc, c'est comment elle s'appelle, la patronne, Ursula von der Leyen, de la Commission européenne, la présidente, qui a joué les maîtresses de cérémonie, qui a remis ce prix aussi à Albert Bourla, et le même Albert Bourla, qui quelques semaines plus tard a reçu le prix, je cite, le prix Theodor Herzl, des mains de Ronald Lauder, alors que quelques semaines auparavant, il avait dû quand même payer une somme de 69 millions de dollars, une amende. Alors, petite précision, comment il s'appelle, Bourla est à la tête donc de Pfizer depuis 2019. Mais je me suis intéressé à une chose. Qui dirigeait Pfizer avant 2019 ? C'était un Britannique qui s'appelle Ian Reid. Et Ian Reid est à la tête du Bilderberg pharmaceutique qui s'appelle le club de Dolder. Dolder, c'est le nom d'un hôtel de luxe en Suisse et qui est encore plus discret que le Bilderberg. Il n'y a même pas de site internet. C'est uniquement des dépêches AFP qui ont permis de savoir son existence. Il existe donc ce club de Dolder qui donc réunit la crème de la crème pharmaceutique, dont Bourla et bien d'autres, qui se réunissent chaque année depuis 1971. Et par exemple, au mois d'août 2021, ils se sont réunis à Paris. Et ce joli monde, ensuite, est allé dîner à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Je précise que Bourla est vraiment lié à la crème économique, financière, lié au Business Roundtable, au Business un autre institut dont le nom m'échappe, mais aussi, il faut le préciser, il est lié à tout un ensemble de personnes, et il a joué un très grand rôle en particulier pour favoriser le développement de toute une politique en lien avec Israël qu'il considérait comme le laboratoire du monde pour la politique vaccinale. Et Israël a joué un très grand rôle pour la politique de Pfizer. Et on peut peut-être rappeler que cette politique vaccinale, la phase 3 en tout cas pour Pfizer,
Les tests ne sont pas terminés. Je rappelle que Pfizer, je crois que c'est avril ou mai 2023 que les tests sont terminés. Donc la phase 3, on ne connaît pas les suites. Donc on peut légitimement se poser des questions sur l'innocuité de ces vaccins ARN. Alors, autre élément un petit peu troublant que vous relevez dans votre ouvrage, Pierre Hilard, qui anticiperait l'arrivée d'une pandémie, c'est dans l'ouvrage de Monsieur Attali de 98 qui s'appelle « Le dictionnaire du 21e siècle » et à l'entrée épidémie, on peut lire ceci: « On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause la démocratie ». C'est à peu près ce qu'on est en train de voir, en tout cas avec un recul un recul certain des libertés publiques. Il a été également ces derniers temps question, Pierre Hilard, de cette expression Big Pharma. Oui. De quoi ça relève? Le problème, quand on utilise cette expression, ça évite de citer le nom du véritable institut planétaire qui gère ce monde opaque. Et Big Pharma, en fait, c'est le nom d'un institut. Alors, le sigle en anglais, c'est IFPMA pour Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques. Son patron est un Suisse qui s'appelle Jean-Christophe Tellier, mais son vice-président, c'est Albert Bourla. Donc, on voit toute la machine et ce milieu qui joue un rôle capital. Alors, en liaison évidemment avec la Commission européenne, ça va de soi. Ursula von der Leyen joue un grand rôle d'ailleurs. Donc, comme je le disais, c'est elle qui a remis le prix dans le cadre de l'Atlantic Council à Albert Bourla. Et finalement, on se rend compte d'un véritable maillage, parce qu'il faut bien comprendre que cette politique vaccinale, elle a permis le lancement du tout numérique, de l'identité numérique. Et en particulier, vous avez ce qu'on appelle Thales, qui est donc l'aérospatiale défense. Une entreprise française. Voilà, qui d'ailleurs fait partie des sponsors pour l'Atlantic Council. Bon, je dis ça comme ça. Et Thales, donc, c'est officiel, hein, il n'y a qu'à lire. Bon, et donc Thales est associé à Atos. Atos, c'est tout ce qui est traitement digital. Et Atos, jusqu'en 2019, était dirigé par... Monsieur Breton. Oui, voilà, Monsieur Breton, qui est l'actuel commissaire pour le marché intérieur. À l'économie, ancien ministre de Jacques Chirac. Voilà, il a mangé à beaucoup de choses. Et Thales et Atos se sont associés pour donner naissance à ATA, qui traite dans tout ce qui est traitement de données, intelligence artificielle, pour favoriser le tout numérique. Et c'est finalement cette politique, via Bourla et compagnie, qui rend possible le tout numérique, avec le pass vaccinal, et on peut se dire légitimement qu'après les élections présidentielles, les choses devraient reprendre du poil de la bête le temps que les élections passent. Voilà. Oui, il a été question d'une suspension du QR code, le fameux pass vaccinal, mais qu'est-ce qui vous permet de penser qu'il pourra y avoir un retour de ce pass vaccinal? Parce qu'on voit quand même que l'épidémie est plutôt... officiellement, j'entends. Oui. Enfin, le nombre de morts, on juge une pandémie à l'aune du nombre de morts. Ah oui, comme je l'ai dit, on est très loin de la pandémie de 1347. Mais là, c'est le problème, c'est... Oui, la moitié de l'Europe, entre le tiers et la moitié de la peste noire avait emporté l'Europe. Mais c'est ça que les Français ne semblent pas comprendre, c'est que, pour le moment, avec ce qu'on a, c'est pas une pandémie. Mais en fait, agiter le peuple avant de s'en servir, comme disait Talleyrand, donc tout est bon pour essayer d'imposer une politique qui est celle de Utopia de Thomas More. Et d'ailleurs, j'ai présenté un timbre édité en 1985 par l'Église, conciliaire j'entends, qui montre bien cette politique de mise en place d'un processus qui est un monde collectiviste, surveillé, un monde bigarré et égalitaire à mort. Tout ça dans le cadre un cadre spirituel bien défini. Voilà. Tout cela chapeauté sous ce que l'on appelle le socialisme fabien, à savoir un capitalisme pour l'élite, un capitalisme de connivence en haut et un socialisme pour les masses en bas. Oui, une société totalitaire. Mais vous avez des bagarres internes. Et lorsqu'on parle de Davos, il faut toujours évoquer ces bagarres internes, entre autres dans le cas
Poutine et du monde chinois. Alors, tout ça, ça se bagarre. On va y venir, Pierre Hilard, mais avant, je voudrais que l'on évoque donc la suite de ce Covid que vous dites au service d'une cause supérieure. Cette cause supérieure, dites-vous, c'est la fameuse grande réinitialisation dont nous parle Christine Lagarde, dont nous parle Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial à Davos. Redites-nous un petit peu ce que vous entendez par Great Reset, grande réinitialisation. Eh bien, la version kabbalistique, c'est Tikkun Olam. On va dire les choses directement. Et cette chose est si, sûre que j'ai présenté, entre autres, dans ce livre, la couverture de Time de 2020, qui représente la Terre réparée avec un échafaudage, Great Reset comme titre, avec à côté Klaus Schwab. Et cette politique, en fait, c'est pour favoriser un basculement complet. Et ce basculement complet, il passe par la destruction complète du monde issu des 2 millions de christianisme. Et c'est si vrai que vous avez le patron de Davos, donc Klaus Schwab, qui a travaillé étroitement avec un personnage éminemment important, un Canadien qui est mort, qui s'appelait Maurice Strong. Et il y a une étude très intéressante faite par un consultant en intelligence économique qui s'appelle Thibaut Kierlerza, qui a très bien expliqué ça. Ce Maurice Strong a joué pendant des années avec une multitude de relais d'instituts et de collaborateurs, une politique promouvant le collectivisme, l'écologie dans l'esprit de Gaïa, etc., DS-MER. L'agenda 2030. Le GIEC, Rio de 1992. Enfin bref, il a un CV extraordinaire. Et tous ces travaux, pour favoriser finalement le monde utopien de Thomas More, pour faire court, ces travaux ont été réunis dans un document appelé la Charte de la Terre. Et ce document a été mis tel un joyau sans prix dans un meuble. Mais ce meuble, c'est pas un meuble Ikea. C'est un meuble qui, en fait, et j'ai mis ça en annexe dans mon livre, en couleur, c'est en fait la réplique de l'Arche d'Alliance du roi David. Recommencer là où le monde a commencé, comme le dit la chanson de Michel Berger, dans le paradis blanc. C'est on remonte, on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire on efface le monde issu du christianisme pour reconstruire un monde sur un autre modèle. Et ce meuble, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Arche d'Alliance du roi David, contient en lui ce document qui est vraiment le texte comparable, je cite Maurice Strong, aux 10 commandements ou bien à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et lorsqu'il est mort, je crois, en 2015, je rappelle que Maurice Strong était un des membres dirigeants de Davos. Lorsqu'il est mort en 2015, Klaus Schwab lui a rendu hommage en disant que c'était, je le cite, son mentor. Pour vous dire que le bonhomme pesait très lourd. Alors, vous évoquiez un petit peu l'objectif final de cette grande réinitialisation, sorte de dictature mondiale. Mais avant d'y arriver, quelles sont les prochaines étapes? On voit, et j'aimerais peut-être qu'on aborde le sujet maintenant, à l'Est, un conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec en arrière-plan l'OTAN derrière l'Ukraine. Oui, alors rappelez-vous, j'ai eu l'occasion lors d'une émission sur ce plateau de parler de la revue The Economist de 2019, où vous aviez l'homme de Vitruve, etc. Et en particulier le profil de Poutine, tout juste à côté des 4 cavaliers de l'Apocalypse, 2019. C'est qui ces 4 cavaliers de l'Apocalypse? Qu'est-ce qu'ils représentent? C'est ça qui annonce la guerre généralisée, Gog et Magog, etc. Et en fait, ce qu'il se passe pour l'Ukraine, et c'est le début du processus, il faut l'expliquer parce que c'est la finalisation. Alors, on va procéder dans l'ordre très rapidement. Il faut voir d'abord l'aspect géopolitique. Vous avez eu le géopolitologue britannique Mackinder qui, en 1904, avait présenté un modèle d'opposition entre les puissances maritimes et puissances terrestres. Et il y avait ce qu'on appelle la zone pivot, le Heartland, qui est le monde russe, eurasien. Et l'objectif pour les puissances maritimes, c'est que le monde, soit allemand, soit russe, n'arrive pas à unifier l'Europe et le monde eurasien. Et vous avez eu aussi un autre géopolitologue qui s'appelle Spijkman, qui avait parlé du Rimland, ce sont les terres du bord, qui est la politique de l'endiguement, empêcher que ces puissances allemandes autrefois, soviétiques après et russes aujourd'hui, aient un accès aux mers chaudes. Donc vraiment contenir tout ça. Ça, c'est l'aspect géopolitique. Maintenant, l'aspect historique. L'affaire ukrainienne, actuellement en 2022, elle a au moins plus d'un siècle. Déjà 1853. L'intervention anglaise en Crimée, avec les Français qui ont été malheureusement les idiots utiles, avec Napoléon III, lui qui est responsable de pas mal de bêtises, où les Anglais ont empêché les Russes d'aller jusqu'à Constantinople.
Mais en fait, le XXe siècle, c'est quoi ? 1918, mars 1918, c'est le traité de Brest-Litovsk, où l'Ukraine est une colonie économique de l'Allemagne. Défaite allemande, l'Ukraine reste soviétique, enfin devient soviétique. Et vous avez eu en mars 1939 une revue très importante, la revue Look, qui a présenté, alors vous verrez pour ceux qui verront le document, en haut à droite, l'annonce de l'Ukraine comme cause de guerre. Et dans cette revue, mars 1939, quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale, vous avez la présentation de la carte où il est précisé que la prochaine guerre éclatera en Ukraine. Et vous avez Hitler, et vous avez en arrière-front, côté russe, donc Staline, et l'Ukraine est la terre de convoitise. Et effectivement, durant la Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir le fameux Generalplan Ost de 1941-42, où l'Allemagne nazie tente de mettre en place une Ukraine sous sa férule économique démographique. Défaite allemande en 1945, tout est gelé. 1990, vous avez The Economist, qui a, donc je rappelle, The Economist, c'est la revue des Rothschild, puis la famille Agnelli, italienne, une famille très puissante. 1990, The Economist a publié une carte de la gouvernance mondiale avec des blocs, avec Eurasia, avec l'Union européenne accolée au bloc nord-américain, avec un Mayflower qui est à genoux, le monde Eurasia avec le monde orthodoxe, confucianien, pour la Chine, Islamistan pour le monde musulman, puis vous avez Hinduland pour l'Inde. Et en fait, on a là, je ne dis pas l'exacte réplique, mais en tout cas le prototype de la gouvernance mondiale en bloc. Et véritablement, d'ailleurs, il est même précisé en bas de la carte, cette carte est à peine sérieuse. Ça, c'est le côté vicelard des anglo-saxons, qui aiment bien balancer un truc tellement dingue que personne n'y croit. Mais en fait, on a un prototype. D'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde la carte. La Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, qui sont parties intégrantes de l'Union européenne, appartiennent à Eurasia. Et donc, on a un idéal. Et dans cette histoire, vous avez une bagarre avec Poutine, qui lui a toujours voulu un traitement égal-égal. Tout au début des années 2000, il n'était pas contre l'intégration de la Russie dans l'OTAN. Mais, avait-il ajouté, à condition que nos vues soient prises en compte en tant que partenaire égal. Et en face, le monde anglo-saxon, hors de question. Et en fait, vous avez là une opposition, on revient toujours au mondialisme à l'état pur, puis au national-mondialisme. Poutine, lui, il est pour un partage des intérêts de chacun de manière où chacun y trouve son compte. Et il y a ce fameux discours de Poutine en 2007 à la Wehrkunde, à Munich, où il dit qu'est-ce que le monde unipolaire ? C'est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision. C'est le monde d'un unique maître, d'un unique souverain. Il s'y oppose. Et cette bagarre s'est accentuée avec l'affaire d'Ukraine, 2004, 2013, 2014, Maïdan, etc. Et comment il s'appelle, un des géopolitologues américains, Brzezinski, disait bien que la perte de l'Ukraine pour la Russie serait la perte catastrophique, la perte de son rang d'empire. Et donc la ligne rouge pour le monde russe, et Poutine en particulier, c'est faire en sorte que l'Ukraine ne tombe pas sous la férule anglo-américaine via l'OTAN et via l'UE. Et ça, les Anglo-Américains, ils ont tout fait pour, bloquer, en tout cas pour imposer leur vue. Et vous donner une petite information pour vous montrer le rôle. Vous avez eu McCain, vous avez eu Madeleine Albright qui est décédé récemment. 1997 à 2001, le patron de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en Biélorussie. Biélorussie, Ukraine, tout ça, ça va ensemble. C'était un Allemand qui s'appelle Hans-Jörg Wick. Donc, ce Hans-Jörg Wick était tout simplement l'ancien patron des services secrets allemands, le BND, le Bundesnachrichtendienst. Et donc, on voit qu'il y a de la part de l'Occident une volonté de déstabiliser, de s'accaparer ces territoires, et Poutine, lui, ne veut pas. Et il dit bien qu'en fait, Poutine, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas s'entendre avec ces gens-là qui veulent s'accaparer tout le gâteau. Poutine, il est pour un nouvel ordre mondial. Et là, je vais citer un extrait d'un texte, d'un discours qu'il a tenu en 2014 à Valdai. Cet extrait se trouve dans mon livre « Atlas du mondialisme ». Vous allez voir... Atlas du mondialisme qui est apparemment de nouveau disponible chez votre éditeur. Il est, oui, aux éditions Culture et Racines. Je cite les propos de Poutine en 2014.
Quelle pourrait être la base juridique, politique, économique pour un nouvel ordre mondial qui permettrait la stabilité et la sécurité tout en encourageant une saine concurrence et en ne permettant pas la formation de nouveaux monopoles qui entravent le développement? Peut-être le plus important est-il le respect de ses partenaires et de leurs intérêts? Les Anglo-Américains, ils ne sont pas pour. Je continue. C'est une formule évidente, mais le fait de la respecter tout simplement pourrait changer radicalement la situation du monde. Nous n'avons même pas besoin de reconstruire quelque chose de nouveau à partir de zéro. Ce n'est pas une terre vierge, d'autant moins que les institutions créées après la Seconde Guerre mondiale sont relativement universelles et peuvent être dotées d'un contenu moderne et adéquat pour gérer la situation actuelle. Cela est vrai quant à l'amélioration du travail de l'ONU, dont le rôle central est irremplaçable. Et il termine par cette phrase: « Je pense que nous avons besoin d'une nouvelle version de l'interdépendance. » Donc, en fait, un partage du gâteau. Et en face, ils ne le veulent pas. Et l'élément que je raconte dans ce livre, et alors j'avais déjà évoqué ce passage lors d'une émission sur ce plateau, ce sont les fameux DTS, les droits de tirage spéciaux. Créés en 1969, sorte de monnaie mondiale, un panier de devises. Un panier, voilà, un panier de monnaie pour créer une monnaie mondiale. Voilà, il y a le dollar, le yen, le yuan, la livre et l'euro. Voilà, en fait, il faut rappeler. Déjà, The Economist en 1988 avait présenté la photo du phénix, la nouvelle monnaie mondiale, avec des billets de dollars brûlants. Ça a été annoncé à nouveau en 2012, à la fin des Jeux Olympiques de Londres, la clôture de ces Jeux, où vous avez un phénix qui apparaît à partir d'une sphère qui ressemble étrangement au Covid. Et vous avez la même chose dans le cadre de, du FMI, où décembre ou novembre 2020, il présente un phénix numérisé avec le virus. Enfin bref, on sent que vraiment ça leur tient à cœur. Et cette monnaie, enfin ces 5 monnaies ont une pondération, je donne les chiffres arrondis, dollar 41%, euro 31%, le yen 8%, le livre sterling 8% et le yuan 11%. Il va de soi que la nouvelle pondération devait être revue à la hausse ou à la baisse pour le 30 septembre 2021. Il va de soi que le yuan voudrait monter en importance dans ce panier au détriment de l'euro et du dollar. Eh bien, les bagarres sont tellement importantes que cette pondération qui aurait dû se faire, enfin, cette révision fin septembre 2021, ça a été repoussée au 31 juillet 2022. Et l'affaire ukrainienne n'est que la manifestation visible de ce qui se passe en coulisses, de cette bagarre à mort, de ces mondialistes qui ne s'entendent pas dans la répartition. Alors, il faut savoir que... Et peut-être pour illustrer, parce que j'ai trouvé la citation dans votre ouvrage de Mark Carney, qui est l'ancien président de la Banque centrale d'Angleterre, qui dit « La transition vers une nouvelle monnaie de réserve mondiale risque de ne pas se dérouler sans heurts. » Oui, en fait, Mark Carney, c'est un membre du Bilderberg. Il fait partie du comité directeur autour de Bergoglio, les gardiens. Alors, un petit rappel, alors, il est un des dirigeants de Davos aussi. Cette petite incise au sujet de Davos. La grande force de Davos, de Klaus Schwab, du Forum de Davos, c'est d'avoir su recruter un personnel politique. Et dans ce livre, j'ai publié en 1992, il y a 30 ans de ça, où le Forum de Davos avait recruté des gens appelés à occuper des postes élevés. L'espagnol Aznar, qui allait devenir Premier ministre espagnol, Barroso, président de la Commission européenne plus tard, Angela Merkel, en 1992, Angela est inconnue. Sarkozy, Anne Lauvergeon, vous avez aussi Martine Aubry. Donc ces gens-là, c'est extraordinaire. Le Forum de Davos avait déjà repéré en 1992, il y a 30 ans, des personnes qui allaient ensuite occuper des postes élevés. Après, ça s'est appelé les Young Global Leaders. Alors, je rappelle que Gabriel Attal en fait partie. Vous avez aussi l'actuel ministre des Affaires étrangères du gouvernement allemand, Scholz, Annela Baerbock, qui est la promo 2019-2020. Donc, Davos joue un très grand rôle. Mais en face, le monde de Poutine et la Chine, ils bloquent. Ils ne s'entendent pas dans la répartition des tâches, parce qu'il y a un élément qu'il faut rajouter, en plus de ces intérêts politiques financiers, c'est que, certes, autour de Poutine, vous avez des oligarques russes qui s'appellent Rothenberg, Vekselberg, Friedman, Kahn, qui tiennent l'économie russe, banque, pétrole, gaz. Mais il y a un aspect religieux aussi, dans ce sens que le monde de Poutine, c'est le monde tradit.
anti-LGBT qui s'oppose au monde libéral, Zelensky est lié à Soros et compagnie, et qu'il y a un idéal messianique différent. À cela s'ajoute un autre point, c'est que la partie orientale de l'Ukraine est considérée par certaines organisations comme une seconde Judée, en raison de la conversion progressive des Khazars au judaïsme à partir du 8e siècle. Et donc vous avez des bagarres internes à la fois d'ordre politique, financière et énergétique. Et là, on vit une époque dans ce sens que le dollar est en train de se casser la figure. En fait, les accords de Bretton Woods de 1946 vont disparaître. Poutine est en train de dynamiter Bretton Woods parce que il met en valeur le rouble aux dépens de l'euro et du dollar. Le fait qu'il y ait eu à peu près 300 milliards de dollars, de roubles, enfin de dollars, oui, appartenant au monde russe, littéralement gelés. Donc, finalement, les pays se rendent compte que leurs biens peuvent être confisqués par la mafia mondialiste. Et puis, vous avez la mise en place, de l'équivalent SWIFT. Pour le monde chinois, c'est IPS. Pour le monde russe, c'est le SFPS. Et donc, en fait, un monde nouveau se crée aux dépens du dollar et du pétrodollar. Vous avez l'Arabie Saoudite qui parle de plus en plus de vendre son pétrole à la Chine en yuan. Et finalement, le dollar, avec son pétrodollar, il va s'effilocher. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on assiste à un basculement d'un passage d'un monde à un autre où tout est détruit. C'est le chaos hors d'eau. Et il y a une citation que je voudrais vous donner d'un universitaire qui s'appelle Gershom Scholem, et je suis obligé de prendre le livre. Allez-y, Pierre Hillard. Qui résume la situation et qui correspond à notre époque. Je le cite. Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce de cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Nous sommes exactement dans cette période de bouleversement, de climax. Climax, c'est une expression en biologie. Lorsque vous passez du cocon au papillon, vous avez, la chenille au papillon, vous avez le cocon, et à l'intérieur du cocon, vous avez ce qu'on appelle le climax, qui est un apparent désordre cellulaire qui permet de passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Nous sommes dans cette période du climax. En termes maçonniques, c'est le Ordo Apkao. Donc, je peux dire une chose, c'est que on va vers des temps où ça va bouger et il faudra être courageux. Voilà. Et peut-être, Pierre Hillard, pour terminer et pour souligner l'importance de cette superposition du monde spirituel sur notre monde temporel, les déclarations, citons-les, d'Emmanuel Macron, l'une en 2016 sur l'existence d'une transcendance, dit-il, quelque chose qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. L'autre, pendant le premier confinement, Emmanuel Macron répondant à ce moment-là à l'Élysée, à un journaliste du Financial Times et disant « La bête de l'événement est là » et elle arrive, la bête de l'événement, la bête en tout cas en référence peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, à la bête de l'Apocalypse de Saint Jean. Et du prophète Daniel, c'est pourquoi j'ai mis dans ce livre la statue de ce léopard jaguar ailé qui a été mis à la fin de l'année 2020 devant l'immeuble de l'ONU et qui s'appelle lui aussi le gardien, comme le comité directeur autour de Bergoglio. Tout un symbole. En fait, l'ennemi s'affiche, il se révèle. C'est-à-dire qu'avant ces choses-là qui pouvaient paraître stupides ou complotistes, je rappelle que le mot complot, H.G. Wells parlait de conspiration ouverte. Open conspiracy. Le romancier de science-fiction, voilà. L'homme invisible. Et en juillet 1947, Koudanov-Kalergi a évoqué ces propos de H.G. Wells avec donc cette conspiration ouverte. Tout est sur la table. Je parle de la Pan-Europe. Koudanov-Kalergi, ce fondateur de la Pan-Europe. Je rajoute cet élément que j'aurais dû préciser tout à l'heure. La Pan-Europe, j'ai mis tous les noms de la Pan-Europe France en 2004-2005. Vous aviez Chirac, Michel Barnier, Alain Juppé, Philippe Segat et Raymond Barre. Et le même Raymond Barre, en 1984, était membre de Davos et il dirigeait un groupe financier.
pour mener à bien la politique mondialiste. On a une classe politique véreuse. Pierre Hilard, vous venez de le dire, tout est sur la table et tout est d'ailleurs sourcé dans cet ouvrage qu'on pourra retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Pierre Hilard d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Politique et Économie très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter. Merci à tous, à bientôt.